Bonsoir à toutes, chacun. Bonsoir à vous qui êtes chez vous. On sait qu'aujourd'hui, c'est une température du jamais vu. Mais bienvenue sur THM, bienvenue sur toutes les plateformes de THM, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Nous voici avec l'émission en rotation. Vous qui avez suivi l'émission en rotation pendant un nombre de temps, mais aujourd'hui, nous sommes sur THM avec cette émission en rotation. Comme vous savez, c'est une émission qui aborde tous les sujets et qui agite la société, les quotidiens des gens. Alors ici, nous abordons ces sujets-là. Et comme vous savez, la présentation même de cette émission, c'est une équipe, c'est un trio avec Irva, avec Ronald. Nous voici Jean-David Nicolas comme votre présentateur. Bienvenue à l'émission en rotation. C'est notre toute première émission pour ce mois et qui est le mois de l'histoire des Noirs. Bien, il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup. C'est une émission intéressante qui va se passer. Alors, dès maintenant, je vous demande de partager cette émission, de dire à vos amis et en rotation est en onde, bien partager cette émission parce qu'on va passer un bon moment ensemble. L'équipe est déjà présente. Yva, comment ça a été la semaine? Ça va très bien, merci. Il fait un froid de moins 29, moins 30. Et comment tu vas avec le froid, Yva? Comme on dit, il fait un froid de canard, mais écoute, ça rafraîchit les idées. Ah, ouais. On passe à travers. Ah ouais, je vois ça sur ton visage. Hein? Frais. Merci. Ah ouais, la caisse. Frais. Mais Ben, c'est quand même là dans mes On a les toits comme ça. Écoute, moi, avec un foie comme ça va pas bien. Parce que moi, quoique je tolère le foie, mais ça, c'est quasiment intolérable là, dehors, là, franchement. Aujourd'hui, c'est moins pire que hier, on s'entend. Mais on va finir par passer à travers. De toute façon, demain, déjà, il annonce des températures beaucoup plus clémentes. Alors, c'est ça le Québec. On y est depuis plusieurs années, donc on s'y fait, quoi. Mais on souhaiterait, quand ça arrive comme ça, bien entendu, on souhaiterait être ailleurs qu'ici. Ça, c'est clair. Ah, ouais, exactement. Alors, je sais que vous, quand même, tu as des amis qui ont l'habitude de te suivre. Tu leur dis de... c'est sûr, comme on dit souvent dans nos belles émissions haïtiennes, on a toutes sortes d'amis qui me suivent et qui suivent les activités que je fais sur les réseaux sociaux. On va dire en bon créole, qu'est-ce qu'on dit? Partagez live là. Et sur toutes vos plateformes, évidemment, on veut que nos discussions, nos échanges qu'on va avoir pendant l'heure qui suit soient vus et entendus par le plus grand nombre de personnes possible. C'est pour ça qu'on fait des émissions, en fait. C'est pour être vu, suivi, écouté. Et on espère même qu'en partageant, en regardant l'émission, que des commentaires se fassent et que les gens partagent aussi avec nous, quoi. Absolument. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Évidemment, donc, vous tous qui nous suivez actuellement, eh bien, restez. On va prendre une toute petite pause. De retour, on va entrer dans le vif de l'émission. Partagez le live. Partagez. Share le live. Voilà, c'est... Après? Partager, maman, j'ai commencé à partager. Tu as commencé à partager le live. Ouais, Fais parler, oui. Pose dans pas longue alors. Voilà, de retour, bienvenue à cette émission encore une fois. Nous sommes le samedi, c'est bien 3 aujourd'hui, hein? C'est bien le 3. Le 4. Le 4, oui. Ben, il faut dire, c'est le mois de février, c'est 2 grands événements. D'abord, il y a le mois d'histoire noire et il y a la Saint-Valentin qui va venir bientôt. Donc, je sais que c'est des dates que toi, tu laisses pas passer incognito là. Donc, la Saint-Valentin. Bon. Je serais surpris. Moi, je fais profil bas quand c'est la Saint-Valentin. Ah, ok, En fait, je ne suis pas quelqu'un qui embarque beaucoup dans ça. C'est sûr qu'à l'occasion, je peux faire des moves là, envers les personnes que j'aime. Ma conjointe en particulier, mais je ne suis pas porté, moi, à m'embarquer dans ça. Les mots, je les fais en dehors des temps propices, comme la Saint-Valentin ou des choses comme ça. Mais je ne me laisse pas emporter par ça, parce que j'ai toujours considéré que c'est commercial, ces affaires-là. C'est une façon de nous faire dépenser des les femmes attendent quand même quelque chose. Oui, très certainement, mais je pense que ma conjointe s'est habituée à ma façon d'être, là. Yva, c'est la même chose, hein?
Écoute, c'est pas une obligation, j'apprécie. Je peux apprécier le geste, mais c'est pas une obligation. Oui, oui, oui. En fait, c'est comme Ronald, apprécier les gens, dire aux gens qu'on les aime, c'est sur une base quotidienne. C'est pas un moment précis. Alors, bien, Ronald, et tu commences avec ton Oui. information. Taroui, qu'est-ce que tu as partagé avec Oui, bien sûr. pour attirer leur attention? On a dit que à chaque fois que je vais me présenter, je vais aborder un thème bien précis. Et le thème qui a attiré mon attention dernièrement, auquel je veux apporter mon point de vue aux gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est la brutalité policière. On sait qu'aux États-Unis dernièrement, il y a eu beaucoup de débats autour, en fait, depuis quelques années, mais dernièrement, il y a eu une autre tragédie qui interpelle les gens par rapport à ça. Donc, je vais partager rapidement ma réflexion, parce que c'est un sujet quand même vaste, hein, donc ça va être assez rapide quand même. Donc, voilà. Le 10 janvier dernier, à Memphis, au Tennessee, Tyre Nichols, un homme noir de 29 ans, est décédé quelques jours après un contrôle routier pendant lequel a été sauvagement battu à coups de poing, coups de pied et de matraque par 5 policiers. Ces 5 policiers, tous noirs, ont fait un usage démesuré et complètement inutile de force brute. J'ai vu les images bouleversantes de ce meurtre sordide et je me suis demandé pourquoi. Les assassinats à caractère racial perpétrés par des policiers racistes blancs sèment la consternation depuis toujours aux États-Unis. Mais que des policiers noirs s'en prennent aussi violemment à un homme de même race qu'eux soulève en moi bien des questionnements. Ne se sentent-ils pas interpellés par les innombrables cas de brutalité policière envers la communauté noire dont ils en sont membres? Que deviennent-ils lorsqu'ils revêtent leur uniforme de police? En quelle espèce d'animaux sauvages se transforment-ils lorsqu'ils se regroupent autour d'un contrevenant? Se pourrait-il que pour éviter le rejet ou l'exclusion de la meute, ces policiers noirs ressentent la nécessité de devenir eux aussi des loups et adopter le comportement de leurs congénères? C'est toi qui m'avais inspiré ça, en passant. Aux États-Unis, selon des universitaires et des défenseurs de la réforme de la police, à l'échelle nationale, depuis 2020, chaque jour, 3 personnes perdent la vie aux mains de la police. Et les Noirs sont 2 fois plus susceptibles que les Blancs d'être abattus. Il est difficile de trouver une justification spécifique qui explique l'agression mortelle de Tyre Nichols ou de Breonna Taylor, Amada Diallo, de George Floyd, de Richard Brooks et trop d'autres victimes d'assassinats policiers. Le travail d'un policier, personne ne l'ignore, comporte un certain nombre de risques. En une fraction de seconde, une intervention peut basculer en tragédie pour le policier. Toutefois, le danger fait partie de la nature de sa profession. Il doit être formé à y faire face. À défaut de quoi, il ne sera pas un policier à la hauteur de la responsabilité que la société lui confie, qui est celle de servir, de protéger, maintenir l'ordre et sécuriser la population. Pour trouver en partie des réponses à mes questionnements, je me dois de me rappeler la culture de la banalisation de la violence policière au pays des Yankees. Dans les grandes démocraties, la police américaine tue 3,5 personnes par million et se retrouve loin en tête de peloton. Suivi par quel autre pays? Le Canada. Ben oui, notre cher pays. 0,98 personnes par million. Selon une étude du journal American The Guardian, dans les 24 premiers jours de l'année 2015, écoutez bien ça là, dans les 24 premiers jours de l'année 2015, la police américaine a tué plus de citoyens que la police anglaise dans les 24 dernières années. C'est pas rien. C'est très troublant. Mais on comprend bien. Cela fait des générations que le système pénal des États-Unis trouve toutes sortes de justifications ou d'excuses aux incessantes dérives policières et se montre incroyablement complaisant dans la condamnation de policiers fautifs, surtout quand la victime est noire. Ce n'est que tout récemment, grâce aux caméras corporelles,
que portent les agents de certains corps de police, les caméras de téléphone cellulaire, ainsi que les caméras de surveillance qui se révèlent en fait être de véritables témoins oculaires apportant des preuves si convaincantes aux yeux de tous via les réseaux sociaux que les choses finissent par vouloir prendre une direction plus équitable alors que des policiers assassins se font accuser et condamner à des peines de prison plus conséquentes. Au Canada, plus particulièrement au Québec, la violence policière prend la même forme, mais à une échelle bien plus réduite. Ici aussi, les minorités se font interpeller sans motif raisonnable et on le sait, plusieurs Noirs ont été victimes de brutalité policière ou arrêtés et accusés en raison de mauvaises perceptions, de préjugés ou de biais de la part de beaucoup trop de policiers. On n'a qu'à se rappeler par exemple de l'affaire Camara en 2021. Ici, comme aux États-Unis, des réformes sont plus que nécessaires dans les corps de police. Il faut trouver les moyens pour améliorer la sélection des candidats à l'exercice de la profession, moderniser les formations en y incluant des cours qui les mettent en contact avec la réalité des minorités et en besoin de protection. Mais tout en investissant dans les réformes dans les corps de police, il est essentiel d'investir tout autant dans d'autres mesures de sécurité. Je pense spécifiquement à la revitalisation des quartiers mal desservis et souvent pauvres qui affichent des plus hauts taux de criminalité. Il faut trouver les moyens pour lutter contre les inégalités sociales, vecteurs majeurs de la criminalité et du banditisme. J'achève. Nous devons toujours nous rappeler toutefois que le maintien de l'ordre dans les sociétés est une activité dangereuse. Et la grande majorité des agents de police sont des personnes décentes et assurent adéquatement la sécurité du public dans un environnement complexe et imprévisible. Alors voici ma réflexion en ce qui concerne la brutalité policière. Voilà, je vous invite à faire des commentaires, ainsi que ceux qui sont en ligne. Mais est-ce que quand tu parles de la brutalité policière, tu parles que ce soit ici ou bien aux États-Unis? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai même précisé qu'au Canada, le Canada est le deuxième pays dans les grandes démocraties à suivre les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a les États-Unis qui ont 3,5 décès par million, suivi du Canada avec 0,98. Les États-Unis sont extrêmement bien placés, là, je veux dire mal placés si on le regarde de notre point de vue, avec 3,5. Mais le deuxième pays là, qui suit les États-Unis, c'est le Canada. Et le Québec en particulier, là, on sait, avec tous les exemples qu'on a eus dans le passé, que le Québec aussi a ses problèmes en matière de brutalité policière. Donc, les faits sont là. Moi, ce que je me pose, c'est que est-ce que la brutalité policière concerne une ethnie non. bien particulière ou quelle que soit la personne, qu'il soit blanc, c'est une culture interne. C'est sûr qu'on le voit, les mêmes effets ici, à une échelle beaucoup plus réduite, mais on voit ce qui se fait aux États-Unis, ça se reflète ici. Les Noirs sont 2 fois plus, jusqu'à 3 fois plus victimes que les Blancs en ce qui concerne la brutalité policière. Les Hispaniques aux États-Unis subissent aussi, mais 2 fois plus que les Blancs, alors que les Noirs aux États-Unis, c'est 3 fois plus que les Blancs. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ethnie visée, mais les minorités visibles sont beaucoup plus victimes de brutalité policière que les Blancs. Les faits sont là, les chiffres sont là. Et d'année en année, cette tendance-là se confirme. D'année en année, des études le démontrent. Maintenant, la cause de ça, les causes sont nombreuses. Okay. Les causes sont nombreuses. J'ai parlé que effectivement les communautés, les minorités visibles sont victimes non seulement de brutalité policière, mais aussi victimes de beaucoup d'autres choses qui font en sorte que leurs communautés sont plus à risque. Donc évidemment, c'est un débat beaucoup plus profond que ça. Il faut aller plus loin pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les minorités visibles sont, dans bien des cas, dans bien des pays, sont parmi les moins bien traités, les plus pauvres. Leurs quartiers sont moins bien desservis par les services. Il y a un ensemble de raisons. Yva, tu dis quoi dans tout ça? C'est complexe. C'est complexe et puis je te dirais que c'est une discussion qui suscite des émotions. C'est émouvant d'en parler. C'est émouvant pour moi en tant que femme, en tant que mère de garçons aussi, en sachant que j'ai 2 jeunes hommes qui
peuvent être profilés racialement, Ok, qui peuvent être... J'ai un jeune homme de 30 et un autre de 25 ans. Et ce sont des discussions qu'on a lorsque vous sortez, si vous êtes interpellé, comment vous réagissez. Donc, c'est quelque chose qu'on sait que tôt ou tard, ça peut nous toucher à partir du moment que, comme on dit, bœuf qui gagne que pas jambier du feu, ça peut être le vécu de n'importe quelle mère ici qui a des enfants. Peut-être, je dirais, avec mes filles, j'ai une moins grande inquiétude, mais par rapport à mes garçons, Tu as plus d'inquiétude. j'ai plus d'inquiétude Tout à parce que je trouve que la réaction policière envers une femme est peut-être différente envers les jeunes hommes noirs. Et en ce qui concerne le sujet d'actualité, la rubrique dont tu as parlé, ça a suscité une grande réflexion chez moi, une grande réflexion parce que j'avoue que j'aurais été plus soulagée si c'était des policiers blancs. Sincèrement, honnêtement. Oui, parce que j'aurais pu dire que j'aurais pu l'associer totalement à la race. Qu'on a vécu avant. À la race. Oui, oui. Maintenant qu'on enlève la race, ça suscite une réflexion plus profonde que de se dire, quand ce ne sont pas eux qui nous font, maintenant c'est nous qui nous faisons du mal entre nous. Et la raison pour laquelle on se fait ça, on l'ignore. Est-ce que, comme je disais, c'est l'effet d'un comportement miroir. Oui, un comportement. C'est le fait, dans toute profession, il y a une question de personnalité aussi. Il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers. Dans toutes les professions, il y a des bons et des mauvais. En termes de policiers, quand on se dit que des policiers sont noirs et ils sont supposés avoir des meilleures interventions avec leur père. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ça. Ça devrait être ça, et ça devrait être ça le but de la représentativité dans le corps policier pour essayer de diminuer ces mauvaises tendances. Ces mauvaises tendances. Effectivement. Donc, quand quelque chose comme ça arrive, on se dit, mais ce sont les Noirs qui font noir, OK? Il faut se l'admettre. C'est vexant. C'est difficile à accepter. Et dans ce temps-là, on se dit, si c'est pas la race qui joue, est-ce qu'on parle d'un effet d'entraînement? Est-ce que c'est un individu qui a commencé, les autres ont suivi pas solidarité, une solidarité positive, mais tout simplement parce qu'on est dans un contexte où les gens font et on suit. Vous savez, les policiers ont une forme de, comment dirais-je, de solidarité entre eux. Oui, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas nécessairement justifier. Donc, c'est une tragédie qui ne se justifie pas, mais mon raisonnement, mon questionnement, c'était à savoir, est-ce qu'on parle d'individus qui ont des personnalités despotiques, tout simplement? Est-ce qu'il y a des gens qui se donnent le pouvoir, qui prennent le pouvoir, qui ont des comportements qui ne devraient pas se faire parce qu'ils sont en uniforme? Moi, je le crois sincèrement. Oui. Oui, je le crois sincèrement. Qu'est-ce que tu penses? Donc, il y a ça aussi, mais on parle aussi dans un contexte, aux États-Unis, on sait que la violence systémique fait partie de la culture. Est-ce que tout simplement, on se dirait que la violence est ancrée dans les gens, et quand arrivent des situations, ça ressort le méchant en nous. Mais d'un autre côté, je me dis, dans le cadre de l'histoire des Noirs, quand on fait ce genre de réflexion, c'est de se dire, on peut plus se permettre de reprocher à l'autre de nous maltraiter quand nous retrouvons dans des situations où nous pouvons faire autrement et on fait exactement ce qu'on reproche aux autres. Que les gens qui les gens qui croient que la violence que subissent les Noirs américains n'est pas nécessairement une question raciale vont sauter sur le cas qu'on parle de Tyre Nichols pour dire effectivement, regardez, les Noirs, les policiers noirs maltraitent tout aussi bien que les Blancs ont maltraité. Ils vont sauter sur l'occasion pour faire quasiment un cas d'espèce. Mais cependant, j'ai essayé, j'ai pas voulu en parler parce que j'ai pas voulu être très long, mais j'ai cherché un petit peu à fouiller pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en réalité avec Nichols et les policiers. Il semblerait, c'est pas confirmé, il semblerait que ce Nichols-là, cet individu-là, aurait eu, comment que je dirais ça, c'est des rumeurs, hein, à fréquenter, semble-t-il, l'ex d'un de ces policiers. Alors, tout ça reste dans les on-dit, dans les racontars, mais j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'un policier noir, que des policiers noirs se sont mis en groupe pour tabasser? Écoute, les images sont épouvantables. Là. Je ne sais pas si tu les as vues, mais ça lève le cœur. Franchement, là, le gars, il a reçu des coups de poing dans la face, là,
des coups de pied dans le visage. C'est terrible, qu'est-ce que j'ai vu là. Ça dépasse le raisonnement parce non, que... c'était devenu quasiment des brutes, là, des absolument, animaux. Là, absolument. Et le but, c'est que dans cette contrée où cette action est produite, c'est beaucoup de policiers noirs qui a, et même le commissariat qui est là. Oui, la chef de police, c'est une femme noire qui dirige. Puis il faut comprendre aussi que ces 5 policières et les autres font partie d'un groupe tactique, on pourrait dire, sur le terrain qu'on appelle le groupe Scorpion. Leur travail, justement, c'est de patrouiller et de sécuriser, s'il le faut, par la force. Ça doit être sans doute un secteur à problème, mais n'empêche que c'est inacceptable ce genre de traitement-là. Il n'y a rien qui va justifier un tel traitement. Mais moi, Onal, c'est que il y a une nuance que j'aimerais apporter, c'est que souvent, il faut que les Noirs, je parle dans le cadre des Noirs, parfois il faut qu'ils soient obtempérés des fois. Voilà. Ouais, parce que moi, je vois avec mes yeux, juste pour confirmer davantage. L'autre côté de la médaille. C'est que des fois, et quand un policier demande, pour une raison ou pour une autre, arrête une auto, mais la première chose qui sort dans la bouche du Noir, c'est comme, c'est une action raciste, c'est comme si le policier ne peut pas lui demander rien. Comme si le policier l'arrête, c'est comme si ça, c'est une brutalité. C'est vrai, ils font la brutalité, mais là, tout à fait. Il faut Il ne faut pas que chaque intervention de la police envers un membre de minorité visible soit interprétée comme une action raciste ou quoi que ce soit. Parce qu'on le sait très bien que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Noirs, beaucoup de minorités visibles, comme le reste de la population en général, peuvent se comporter de façon inappropriée, peuvent commettre des infractions. Il est interpellé par la police. Mais ceci dit, Irva disait tantôt quelque chose de très intéressant. Elle s'inquiète du fait que ses fils peuvent être arrêtés par la police. Moi, ce que je dis ce que je pense à vouloir, ce que je veux souvent, ce que je veux que les jeunes comprennent, c'est que autant que le policier a un comportement envers l'interpellé, autant que l'interpellé doit avoir un comportement envers la police aussi. Évidemment. Donc, le respect, c'est une affaire mutuelle. Le respect doit être réciproque quand on a affaire avec la police. Alors, c'est sûr que si la police se permet d'être, irrespectueux dans les premiers temps, ça ne t'autorise pas non plus. Hein? Ça ne t'autorise pas à être irrespectueux envers la police. Il faut comprendre que le policier, il est en position d'autorité, pour commencer. Donc, lorsqu'il t'interpelle, même s'il te traite de nom, c'est toi qui dois comprendre et apprendre à obtempérer. Parce qu'il y a l'autorité sur toi, là. Donc, tu es un interpellé, la première des choses, si tu te demandes tes papiers, tu donnes tes papiers. Si tu te demandes de sortir du véhicule, de mettre les mains en l'air, tu le fais. Ouais. Il essaie de te menotter, tu le fais. Parce que s'il se comporte mal, tu vas pouvoir avoir recours contre lui par la justice parce qu'on vit dans des pays de loi, de justice. C'est sûr que les policiers s'en tirent, mais ce que j'ai dit dans mon texte tantôt, c'est que les choses sont en train de changer. Il y a un mouvement actuellement qui se fait. On doit contribuer à ce mouvement-là en étant soi-même des modèles de respect, que ce soit envers soi-même, mais aussi envers les policiers qui nous interpellent. Parce que le policier, son travail n'est pas facile. Je ne suis pas en train de défendre les policiers, là, mais son travail n'est pas facile, là. Il ne sait pas qui tu es. Tu pouvais être bien un bandit, puis il ne le sait pas. Donc, à ce moment-là, il faut collaborer avec le travail de la police. Ceci dit, on a vu bien des cas où les gens obtempèrent, comme c'est le cas de Nichols. Ouais, 29 ans. Hein. Ouais, comme c'est le cas de Nichols. Il ne représentait aucun danger pour la police. Ça, il était à terre. C'est ça, je comprends. Et puis là, on lui assénait des coups à en mourir, là. Mais ce que tu as dit, c'est pas si c'est une certaine, on met ça au conditionnel. Et tu dis, il semble que c'est une affaire de femme qui aurait conduit tout ça. Mais tu sais, parfois, ces petits détails-là sont importants. Parce que quand on n'a pas de réponse, il faut aller chercher. Hein? Ben oui. Et il va, c'est ça aussi. Il a dit, monsieur n'a pas des os. On va se poser à l'eau.
Ben, Écoute, c'est des petites choses. on a fait une blague, mais en réalité, ça ne devrait pas avoir d'importance. On parle d'intervention dans un contexte professionnel et non dans un contexte personnel. Alors, non, non, je comprends. Mais dans ce temps-là, Je vais te péter la face là. dans ce temps-là, on parle d'individus, comme je te dirais, qui font preuve de despotisme, qui sont incapables d'avoir un jugement adéquat dans un contexte professionnel. Tout de suite, Irvac, c'était déjà le cas. Ces gars-là, ils n'ont pas été professionnels du début jusqu'à Pas la du tout. fin. Là. Et il n'y a personne parmi eux, dans les faits d'entraînement auxquels on fait allusion, qui a été capable de dire arrêtez-vous, ça suffit. Donc, c'est encore plus inquiétant de se retrouver en meute comme ça. J'avais l'impression que c'était une gang de loups qui mangeait le petit chaperon rouge. Et voilà. Et c'est vraiment triste. Oui, mais il va permettre que je te dise, c'est que n'oublie pas que les policiers, ils sont une équipe entre eux. Hein. C'est ça qu'on dit. Oui, famille. la fraternité. Quand l'autre dit, ah, regarde ce qu'il m'a fait là, l'autre dit, ah bon, on va lui faire payer. C'est l'idée, hein. L'idée traverse, et une fois que l'idée traverse, le professionnalisme est à l'écart. Bon. Mais pendant qu'on y parle, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, moi. C'est que cette brutalité-là, policière-là, et on le voit souvent, hein, est filmée par des caméras corporelles. C'est ça. Est filmée en plus par une caméra de surveillance qui était pointée. J'ai vu la caméra tourner vers les policiers et filmer la plupart des coups de poing et puis des coups de pied. Là. On se demande, les gars, quand ils sont en meute comme ça, est-ce qu'ils perdent complètement la raison? C'est pour ça que j'ai dit, que sont-ils devenus? Ils perdent complètement. Ils ont perdu tête honnête. L'effet d'entraînement est très fort. Oubliez que leurs actions sont enregistrées, filmées et peuvent leur causer carrément préjudice après. Mais c'est incroyable. Mais c'est aussi se croire au-dessus des lois, en quelque sorte. Parce que si tu es capable de faire de telles actions devant une caméra, qu'est-ce que tu ferais en dehors des caméras? Imagine. Non, moi, ça me dépasse. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça te dépasse pas? C'est vrai. Et je sais qu'ils sachent même qu'il y a une caméra qui le regarde. Ils portent une caméra. C'est ça. Et puis on se dit, mais voyons donc, ils vont être tributaires, là, ils vont être interpellés devant la justice, là, c'est clair. Mais on dirait qu'ils oublient sur le coup la violence. En tout cas, moi, ça me dépasse. Bon, Ronald, donc, on va... Avant qu'on s'énerve trop. Ouais, avant qu'on s'énerve trop, exactement. Donc, alors, on a pour clore cette partie-là, s'il y a un conseil à donner. Moi, le conseil que je peux dire aux gens, surtout à mes compatriotes, mes confrères, mes compatriotes haïtiens et noirs, c'est de penser que la police a un travail à faire, qu'il doit faire son travail et qu'il a un comportement à avoir en tant que professionnel et agent de la paix. Et le citoyen, l'haïtien, le noir le jeune qui se fait interpeller, doit se comporter aussi de façon quasiment irréprochable lorsqu'on t'interpelle, présenter tes papiers et se comporter en citoyen responsable. Si le policier commet des actions répréhensibles, à lui par la suite de rendre des comptes. Essayez pas de résister, là. Ça va rien donner à des policiers. Ils vont appeler un renfort et vous allez vous faire tabasser à la fin. Le conseil que je donne, ne résistez pas à une intervention policière obtempérée. Et Eva, c'est un conseil à donner? Je vais dans le même sens que Ronald, mais je dirais aussi, il faut que les citoyens s'éduquent au-delà de se comporter, dis-je, convenablement, mais il faut aussi apprendre qu'il y a des recours. Les policiers sont soumis à des codes d'éthique. Vous pouvez faire une plainte par rapport au comité d'éthique pour les policiers si vous jugez vraiment que une intervention a été de façon inadéquate, irrespectueuse, déplacée. Donc, il faut aussi, pour l'avancement de nos droits, dans le respect de soi aussi, utiliser ces mécanismes-là pour faire avancer la cause, pour sensibiliser aussi les postes de quartier en faisant nos plaintes fondées que leurs comportements sont inadéquats, qu'ils doivent faire des ajustements par rapport à la population qu'ils desservent. Très important ça. Il faut provoquer le changement par des actions contre les policiers. Alors, on va prendre une autre pause. Merci à vous qui nous suivez jusqu'à présent. Vous pouvez vous connecter à THM, soit Facebook THM Montréal, THM TV et YouTube THM Montréal, et puis www.thmmontréal et puis .com.
On va prendre une pause de retour. On va aborder le mois de février. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Partagez le live. Share the life. Retour après. Share the live. Nous t'es croisé, yon ti bonjour, yon ti souri. Moi t'ai envie, parler avec, pour m'te ka inviter. Li te prend temps pour li garder, moi te prend temps pour m'te garder. Timidité, fait m'pas qu'à parler, timidité fait nous répéter. Bouche melou, m'pas qu'à parler, les mouais. M'a regardé, m'a contrôlé ascenseur qui pral river. Nous pral descendre pour nous aller sous chemin nous. M'a prié bon Dieu pour le faire croiser encore une fois chérie. Pour le cabon force pour nous parler avec bébé. Bouche melou, m'a qu'à parler, les mots. De retour, merci à vous qui continuez à nous suivre. C'est l'émission en rotation. On va retrouver cette émission toujours sur THM et puis l'équipe est là. Mais je dois vous dire, il y a certains samedis, ce n'est pas toute l'équipe que vous allez voir. Donc, mais moi, vous allez toujours me voir. Et puis l'équipe va nous retrouver quand c'est possible. Mais l'équipe est toujours là. C'est toujours Iva, c'est toujours Ronald. N'oubliez pas de nous donner votre suggestion. Nous sommes très ouverts à toutes sortes de critiques, une fois que ça peut nous aider à avancer. Alors, Iva et Ronald, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Partout, la communauté noire ici, au Québec, c'est exactement. Alors moi, je porte une petite information, c'est qu'on me dit que le premier noir qui a été débarqué, c'était Mathieu d'Acosta, qui était un navigateur-interprète dans les années 1600. J'ai appris que c'est une association et qui a fait qu'on doit reconnaître la contribution des Noirs ici au Canada. Et ce que j'ai appris, c'est on a fait savoir que c'est
c'est la première proclamation qui a été publiée, c'était à Toronto. C'était en 1979, c'était Ontario Black History Society qui a demandé qu'on reconnaisse la contribution des Noirs ici à Toronto. Et puis à Nouvelle-Écosse en 1988, on va retourner dans d'autres provinces pour reconnaître ça, mais particulièrement, on avait déposé une pétition au Parlement pour qu'on reconnaisse, c'était de faire reconnaître toujours le mois de l'histoire des Noirs. On a dit c'était l'honorable Jean-Augustine, c'était la première Canadienne noire élue au Parlement et qui a permis qu'on a déposé cette pétition, qu'on l'accepte. Mais à partir de décembre 1995, et la Chambre des communes ici a reconnu officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs. Ouais, mois de l'histoire des Noirs au Canada. Mais il faut dire ça, en février 2008, ça c'est sur la recherche que j'ai faite sur le site Canada, c'est que le sénateur Donald Olivier, c'est le premier homme noir nommé au Sénat ici, a présenté la motion visant à reconnaître les contributions de la population noire à fait du mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, unanimement, c'était 4 mars 2008. Donc, tout le Canada a reconnu que le mois de février, c'est le mois des Noirs. Alors, Ronald et Eva, est-ce que la communauté noire a mérité un mois de reconnaissance? Je commence? Vas-y, Ronald. Bon, première des choses, c'est que, on dit, au mois de l'histoire noire, c'est pas seulement en Amérique, il fait de l'autre côté tout, à des dates différentes. Okay. Mais il faut dire que le mouvement a commencé aux États-Unis, effectivement, et puis s'est perpétué jusqu'au Canada. Ceci étant dit, mais même au Canada en particulier, j'ai beaucoup de problèmes avec le mois de l'histoire des Noirs en février, en passant. Parce que pour moi, février, c'est le mois le plus froid de l'année. Et puis, j'essaie d'imaginer... Le plus court aussi. Le plus court aussi. J'essaie d'imaginer, si on était bon nous au mois de l'histoire des Noirs, par exemple, au mois de juillet, au mois de mai ou dans ces eaux-là, comment que nous t'avons fêté en grand, hein, n'est-ce pas, en pleine nature, dans les parcs. Carnaval. Un carnaval. Nous t'avons payé un numéro. J'ai l'impression que c'est ça qu'on est tout qui fait qu'on nous a coulé le mois de l'histoire. Mais c'est pas eux-mêmes, c'est comme du Ronald, c'est son groupement noir encore qui demandait pour reconnaître le mois de février. Je pense que c'est à partir des États-Unis. C'est eux-mêmes. C'est à partir des États-Unis. Donc, pour faire une histoire courte, mais même moi arrêté, parce que je connais grand peu de monde qui parle mais qui n'aime pas cette histoire du mois de l'histoire des Noirs, parce qu'ils disent, bon, on n'a pas besoin des Blancs pour nous donner un mois de l'histoire des Noirs. Donc, ma petite pause là, parce que on va pas quitter citoyen. Voilà. Bon, évidemment, c'est... Ne pas oublier que nous live, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Oui. Donc, ceci étant dit, même moi, je crois que le mois de l'histoire des Noirs a son utilité. C'est-à-dire que ça permet aux Noirs américains, aux Noirs canadiens, à tous les Noirs en fait, de mettre en valeur l'histoire des Noirs. Parce que en pile noir, par contre, l'histoire des Noirs. Nous-mêmes haïtiens, nous connaissons l'histoire d'Haïti. C'est à peu près ça que nous connaissons. Et puis peut-être quelques Noirs qui ont l'histoire de la lutte des Noirs aux États-Unis, mais on ne sait pas l'histoire des Noirs en France, on ne sait pas l'histoire, même au Canada, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire des Noirs au Canada. Imagine l'histoire des Noirs si on recule encore plus dans le temps. Avant l'époque colonialisme, il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'histoire des Noirs, alors qu'ils sont capables de raconter l'histoire de la France, l'histoire de l'Espagne, mais l'histoire, par exemple, des pays comme le Sénégal, l'Angola, la Guinée, l'Égypte, le Soudan, on ne connaît pas ces histoires-là. Alors, moi-même, je crois que l'histoire des Noirs, son moyen, c'est un moment aussi, le mois de l'histoire des Noirs, pour que la plupart des gens prennent ce temps-là, en particulier, pour s'éduquer par rapport à ce que les Noirs ont réalisé à travers les millénaires, leur contribution à la société et à la civilisation, quoi. Parce qu'il y a un président que je nommerai pas qui avait dit que les Noirs ne contribuent pas suffisamment à l'humanité, à la civilisation, ce qui était complètement faux quand on connaît vraiment
l'apport des civilisations noires à l'humanité. Donc moi, je reste convaincu qu'il y a un chemin à faire, que ce mois-là peut être utilisé justement à nous éduquer. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que quand on connaît son histoire, on est mieux capable de se positionner dans le présent par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. On est capable de mieux se positionner, d'avoir plus confiance en nos moyens et avancer dans cette société assez complexe qui, des fois, on a l'impression qu'ils nous rejettent, quoi. Mais est-ce que tu penses, Ronald, depuis quand on a commencé à fêter l'histoire des Noirs ici, on n'est pas encore mieux se positionner? En fait, il n'y a pas que la connaissance de l'histoire qui nous permet de mieux nous positionner. C'est un élément qui, lorsqu'on connaît notre propre histoire, parce qu'il faut se rappeler que notre histoire ne nous a pas été racontée. On nous a caché notre histoire, volontairement. Lorsqu'on prend la peine de bien connaître notre histoire et d'apprécier ce qu'ont été nos ancêtres, on est capable de mieux s'apprécier dans le moment présent. Alors que tout cherche à nous disqualifier, à nous réduire. En connaissant qui on était, on est capable de mieux s'apprécier qui on est aujourd'hui et mieux se préparer pour l'avenir aussi. Je ne sais pas si tu me suis, mais c'est un élément extrêmement important pour un individu de savoir d'où il vient, pour savoir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, pour savoir où il s'en va. C'est très important, là. Ton passé n'est peut-être pas le garant de ton avenir, mais tu peux t'en servir bien évidemment pour mieux construire ton présent. Ça te donne confiance en toi. Alors, Yva, le mois d'histoire des Noirs, ça représente quoi pour toi, hein? Ronald a tout dit. Non, Ronald n'a rien encore dit. Ronald commence à peine à dire. C'est ça. Mais écoute, je dirais que la reconnaissance, c'est toujours intéressant. Oui, c'est intéressant de se faire reconnaître. Ça fait partie de l'homme, d'avoir une reconnaissance, de se sentir considéré, d'autant plus que notre contribution, elle a été grande dans l'histoire du Canada. Au-delà de la reconnaissance, moi, mon questionnement, c'est et alors? Et après? Et après? On parle de l'histoire des Noirs, on souligne des choses qui ont été faites auparavant, mais concrètement, depuis, vers quoi avons-nous évolué? Quel est notre rapport actuel en termes de représentativité dans les différents aspects de notre société? Ça peut être l'aspect économique, ça peut être l'aspect politique, j'ai envie de voir que la contribution de mes ancêtres m'ont amené vers quelque chose, m'ont ouvert des portes, m'ont permis de briser des barrières plus facilement. Cependant, j'ai l'impression qu'on fait encore face à beaucoup de défis et je pense que le danger, lorsqu'on parle de l'histoire des Noirs, le poids de l'histoire peut être des fois lourd. Dans le sens que, quand on pense au fait que les gens ont accompli tellement de choses avant nous, ont brisé tellement de barrières, nous, de nos jours, les défis à surmonter sont lesquels? Je donne un exemple. Quand on pense à Rosa Parks, qui a défié le fait de s'asseoir devant dans l'autobus. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes se posent même la question? On choisit nos places, mais on ne pense pas nécessairement à la lutte qui a été faite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? J'ai l'impression que le flambeau, il doit continuer à se passer. Est-ce qu'on va stagner? L'histoire, elle est belle, elle a son poids, mais est-ce que nous, de nos jours, est-ce qu'on a continué à transporter le flambeau, à le passer à nos enfants aussi? Comment l'histoire des Noirs se répercute dans nos vies de tous les jours? Quel est notre rapport, nous, en tant que société d'aujourd'hui, par rapport à ce que nos ancêtres ont fait? On a des acquis, mais est-ce que on va se battre pour avoir d'autres acquis? Quelle est notre contribution par rapport à cette histoire? Donc, oui, la reconnaissance, elle est belle, mais j'ai peur que des fois, on prend pour acquis. Oui, on prend pour acquis que peut-être certaines causes ont été déjà gagnées, certaines choses ont été déjà faites et qu'on n'a plus rien à faire. C'est intéressant ce que tu dis là, si je peux me permettre, mais c'est que les plus jeunes, comme tu viens de dire, les plus jeunes qui ne sont pas au courant des luttes qui ont été menées et des luttes qui ont coûté des vies. Absolument. Des gens se sont battus pour nous amener là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Absolument. Yo Goumen,
sans couler, il y a des gens qui prennent un coup de bâton, il y a des gens qui prennent prison, on a qu'à... Et puis ça fait même pas plusieurs générations, là, surtout dans les années 60 aux États-Unis. Moi, je suis de la génération 65, là, ça fait pas si longtemps que ça, là, je suis pas si vieux que ça. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. Absolument. Des chiens, ce sont les policiers, etc. ont lâché des chiens envers des gens parce qu'ils revendiquaient des droits civiques aux États-Unis. Écoute, ça fait pas si longtemps que ça. Ceci étant dit, l'importance de comprendre ces luttes-là et qu'est-ce que nous a amené aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, là, on voit qu'il y a des médecins, des avocats, des ingénieurs, tous ces gens-là, des politiciens et des policiers, moi je pense que s'il n'y avait pas ces luttes-là, s'il n'y avait pas aussi la reconnaissance de ces luttes, si ces luttes n'avaient pas amené un peu de changement, et même je dirais même beaucoup de changement, on serait encore en train à se battre pour les mêmes choses, même si ça n'a pas l'air que ça n'a pas changé, mais ça a changé. On serait encore à mener les mêmes luttes, encore dans les rues, pour exactement les mêmes causes il y a dans les années 60 et les 50. Là, on va dire, oui, mais regarde, il y a des Noirs qui se font encore tuer par des policiers. Oui, c'est vrai, il y a du travail à faire à ce niveau-là, mais cependant, les luttes que les Noirs américains, par exemple, ont menées dans les années 50-60, ont abouti à des changements. Maintenant, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est comme tu disais tantôt, ne pas rester sur nos lauriers et nous dire qu'on a accompli suffisamment, on est bien maintenant dans la société, alors que nos jeunes se font arrêter par la police. Sur les mêmes bases que dans les années 60, là, la couleur de la peau. Donc, on doit continuer à se battre pour changer les mentalités. On doit continuer à parler des problématiques d'aujourd'hui. Autrement dit, on doit bâtir sur ce que Rosa Parks nous a laissé, sur ce que le révérend Jesse Jackson nous a laissé. Pas Jesse Jackson, mais le pasteur, là, j'oublie le grand pasteur américain, Martin Luther King nous a laissé. Même Jesse Jackson qui a mené des combats, et ainsi de suite, tous ceux qui ont mené. Donc, nous, on a notre propre combat à mener aujourd'hui. Dans le temps d'aujourd'hui, ces combats-là sont selon moi, de moindre importance, entre guillemets, que les combats qui ont été menés dans les années 50-60. Mais ce sont des combats qu'on doit absolument mener pour permettre aux jeunes générations d'avancer, de prendre confiance en leurs capacités, en leurs moyens et d'avancer. Moi, ce que je vois aujourd'hui, justement, c'est que je vois des jeunes, sincèrement, qui ont beaucoup plus confiance en leurs moyens que dans ma génération où j'étais jeune. Mes enfants, peut-être on fait face à quelques petites discriminations dans leur vie, mais c'est certain qu'ils ne vont pas faire exactement les mêmes, qu'ils vont pas vivre les mêmes discriminations qu'il y a 30-40 ans. Là. Donc, voilà. Alors, on a, c'est que, bon, il ne nous reste que 10 minutes, mais je pense qu'il va à poser vraiment le problème, c'est que c'est comme si je vois que les Noirs, nous les Haïtiens, nous aimerions s'asseoir sur nos lauriers pour dire, ah, Dessalines nous a donné l'indépendance, oui, Dessalines, on cite l'histoire du passé, on cite que Haïti était un grand pays, nous avons fait l'indépendance, et puis on reste tout simplement à dire, nous avons fait l'indépendance, mais aujourd'hui, ce qu'elle a dit, c'est bien, ça va nous amener où? Et chaque fois qu'il y a, par exemple, une année où il y a l'histoire, on commémore le mois d'histoire des Noirs, mais qu'est-ce qui apporte comme amélioration par rapport à l'année dernière quand on avait commémoré ça? C'est sûr que sur le plan collectif, les Noirs en général, particulièrement nous-mêmes Haïtiens, sur le plan collectif, là, de réalisation collective, on a des croûtes à manger encore. On a du chemin à faire sur le plan collectif. Moi, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que... Faut dire, c'est ta conclusion, tu fais en même temps. Hein. Ok, merci. Ce que m'a dit, c'est que, puisqu'on parle de l'histoire des Noirs, idéalement, il faudrait qu'on soit capable, à un moment donné, d'arrêter de parler. Puis, parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous comptons tout ça pour nous faire. La théorie, là, on est très bon là-dedans. Là, on connaît toute la théorie. Là. C'est ça. Il faudrait, et ça va dire les bons pour Haïti tout, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on passe à l'action. Qu'on soit capable de se mettre ensemble pour concrétiser des projets ensemble. Et des projets, comment que je dirais ça là, des projets
qui pour permettre collectivité en avancer. Ok. Et non des petits projets font petits groupes. Oui. Petit groupe pas m'avancer là. Bénéficiaire. Là. Il faudrait que nous, je ne sais pas si c'est possible, mais pour répondre à ce que tu dis, il faudrait que ce soit ça, qu'on développe des moyens de travailler ensemble collectivement là, pour faire avancer des choses collectives. Qu'on arrête de penser clan. Ouais. Hein, des pensées de clan, mais en fait, on peut pas empêcher qu'il y a des clans, oui. Mais au moins que les clans soient capables de se parler puis de concrétiser des choses ensemble. Évidemment. C'est l'âme d'armée que nous avancement qu'il faut faire. Et peut-être c'est à ce moment-là que des gens qui se posent des questions vont voir, ah, finalement, on n'a pas avancé ensemble vraiment. Parce que mes clans ça travaillent avec clans ça, mes deux clans ça mettent ensemble pour faire bagaille. On dirait que c'est à ce moment-là seulement qu'on pourrait se dire, mais c'est pas parce qu'il se passe pas des choses. Il se passe pas des choses, mais ce sont des choses qui se passent à un petit niveau. Ça jaillit pas suffisamment sur la communauté. Et puis on a toujours cette impression que notre communauté patauge dans les mêmes maudites affaires. On n'avance pas alors que d'autres communautés fraîchement arrivées donnent l'impression qu'ils sont à vitesse V. Et puis dernièrement, en tout cas, je vais arrêter ça là parce que je pourrais continuer pendant des heures. Alors Yva, c'est ta toute dernière intervention, c'est la conclusion. Mais en fait, je dirais ce que je comprends de ce que Ronald résume, si je résume ta pensée, c'est l'union fait la force. On l'a mis sur le drapeau. Mais il y a la théorie et la pratique. Et en fait, si par le passé, le peuple haïtien a été des leaders au niveau de l'histoire, ont inspiré les droits de l'homme et tout, je pense qu'il faut, comme tu dis, passer à l'action, cesser de stagner, cesser de s'enorgueillir de l'histoire, passer et aller de l'avant. Parce que il y a une évolution, l'histoire doit évoluer aussi. Et je pense que même quand on a été des leaders, il peut arriver un moment où on peut s'inspirer des autres aussi. Absolument. Et je crois que il est temps, comme tu dis, que l'on s'inspire des communautés africaines, qu'on s'inspire de nos pères, de nos proches, pour voir comment certains pays africains se sont construits, se sont bâtis en s'unissant et en s'appropriant leur histoire et en prenant leur cause en main. Donc, je pense qu'on a une réflexion à faire, cesser de penser à nos intérêts individuels et vraiment penser à comment on peut faire un projet sociétal afin d'honorer la mémoire de ce que nos ancêtres ont fait, de ce que Dessalines a fait, de ce que Toussaint et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Ils ont fait leur part, maintenant quelle est notre part? Voilà. Merci. Ronald, merci beaucoup. Bienvenue. Yva, plaisir. Ça fait plaisir. Donc, mes chers amis, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Je pense que vous avez beaucoup appris. Ce n'est pas seulement dire l'histoire, mais il faut se mettre ensemble pour montrer qu'on veut donner un résultat et que cette communauté soit vraiment une grande communauté. On remercie remercie le staff de la production et Franz qui a fait un travail. Donc, on vous donne rendez-vous samedi prochain à une telle émission. Et merci beaucoup à vous tous.